Il y a 13 ans, le monde a été menacé de domination lorsqu'une forteresse flottante est descendue du ciel. Cependant, alors que tout espoir semblait perdu, le monde a été sauvé des envahisseurs par les héros de la justice connus sous le nom de gardiens du dragon. Avec la sécurité du monde désormais assurée, les gardiens du dragon ont décidé de passer à l'étape suivante de leur carrière et ont pris la décision commerciale la plus intelligente que j'ai vue à ce jour. Ils ont monétisé la violence. Maintenant, chaque dimanche, ils organisent un affrontement contre les envahisseurs qui attire une immense foule à travers tout le pays. C'est tellement important qu'il y a même des théoriciens qui travaillent sans relâche pour prédire ce que les envahisseurs tenteront la prochaine fois. En entrant dans le stade, nous rencontrons ce type qui a croisé quelques stagiaires des Rangers avant de pouvoir atteindre les gradins. Ils lui disent de regarder à ses propres risques puisqu'ils ne seront pas tenus responsables s'il est pris dans la bataille. Mais ce n'est qu'une formalité technique, car il n'y a eu aucune véritable victime humaine depuis la première bataille il y a 13 ans. Ils essaient de convaincre le type de tenter sa chance au programme de recrutement des Rangers, car ce n'est pas aussi difficile que la plupart des gens le pensent de devenir un Ranger. Mais cela ne signifie pas qu'il sera aussi fort que les gardiens du dragon, donc le gars n'est pas vraiment enthousiaste. Ensuite, ils le conduisent au gradin et, après un moment, l'événement commence lorsque les Dusters émergent de leur forteresse et atterrissent en plein milieu du stade, prêts à combattre avec leur arme secrète. Les spectateurs dans les gradins sont excités d'obtenir leur dose hebdomadaire de violence intense, et ils n'ont pas à attendre longtemps pour cela, car les Rangers arrivent peu de temps après. Le monstre tigre que les Dusters ont amené comme arme secrète est censé être un monstre constitué des rancunes collectives de tous les tigres sur Terre. Donc il va donner des rayures de tigre à tous les animaux sur Terre et créer le chaos. Cela peut sembler stupide, et ça l'est définitivement. Mais Tiger reste un monstre dangereux, donc une fois qu'il est offensé par la façon dont la foule le regarde, il envoie des Dusters les cibler sans aucune raison. Cependant, pour éviter d'éventuels procès, les deux stagiaires ont été chargés de protéger tous les spectateurs. Suzukuri se lève pour retenir les Dusters, tandis que Sakurama est responsable de mettre les gens en sécurité, chacun s'occupant de sa tâche. Pendant que ces deux-là s'occupent de limiter les dégâts, les gardiens du dragon affrontent le tigre qui lance une attaque explosive qui les fait tous voler. Ils disent que la puissance du tigre est supérieure à tout ce qu'ils ont pu affronter auparavant. Mais le gardien vert a une solution universelle pour y faire face. Il suffit de lui lancer un gros rocher. 6 attaques semblent avoir bien fonctionné pendant un moment, car le tigre est complètement écrasé. Mais après un moment, le tigre se relève et déclare qu'il lui faudra plus que cela. Il prend alors la forme d'un des êtres les plus puissants connus de l'anime, Truck-kun, pour le tuer parce qu'il est immortel. Les Rangers forment une chaîne humaine pour tenter d'arrêter la charge de Tiger Truck, mais ils finissent par se faire écraser tous en même temps. Tiger Truck se met en route et charge vers les Rangers. Tiger reprend sa forme normale et les spectateurs commencent à s'inquiéter car les gardiens du dragon ont l'air de perdre. Cependant, les dragonniers se relèvent quelques instants plus tard et déclarent que tant qu'il y aura des personnes vivantes à protéger, ils jureront de ne jamais cesser de se battre pour leur sécurité. D'un autre côté, nous voyons comment les Dusters gèrent la situation et il semble que tout cela ait été planifié depuis le début. Ils s'attendent à ce que les gardiens tirent sur eux avec leur canon spécial et ont même préparé tout un discours en CS de défaite. Mais ils se rendent compte que l'un d'entre eux, Fighter D, est là alors qu'il n'était pas censé être de garde aujourd'hui. Alors que les gardiens tirent avec leurs canons, Fighter D rompt la formation et court vers le souffle de l'explosion. Après le tir, nous avons un flashback sur ce que les Dusters étaient en train de faire 1 heure avant le début de l'affrontement. Ils étaient dans une forteresse flottante, paniquant parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de bonnes idées pour l'affrontement de cette semaine avec les Rangers. C'est difficile parce qu'ils sont obligés de trouver de nouvelles idées chaque semaine et qu'ils font cela depuis 13 ans maintenant, alors ils vont tout simplement être à court d'idées à un moment ou à un autre. Mais si vous vous demandez pourquoi les Dusters se sont retrouvés coincés avec la description du poste de producteur de télévision,
Tout a commencé lorsque les gardiens du dragon se sont battus contre l'invasion. Ils avaient tué tous les chefs de la forteresse, mais ils avaient laissé les Dusters en vie, car ils étaient pratiquement inoffensifs. Maintenant, les Dusters passent leur journée à se précipiter pour trouver de bonnes idées de monstres afin de combattre les Keepers. Fighter G décide alors de prendre l'initiative et élabore un plan pour créer un monstre musclé géant. Tout le monde aime l'idée, mais Fighter A la rejette, car ils ne peuvent pas se contenter d'un monstre aussi vague. Il doit avoir un thème, sinon il sera rapidement oublié. Comme ils ont besoin d'une astuce, Fighter L propose un monstre Kukat, mais cela est également rejeté, car ils ont besoin que les monstres soient suffisamment effrayants pour terrifier les enfants. Les Dusters se sentent épuisés, car ils n'arrivent à rien, mais Fighter D, dans un coin, suggère alors de créer un monstre tigre. Il est convaincu qu'ils n'ont jamais eu de monstre tigre auparavant et qu'il est suffisamment féroce pour être considéré comme un adversaire puissant. Donc, c'est l'idée parfaite. Bien qu'il soit toujours sûr qu'il va perdre de toute façon, Fighter D n'aime pas le fait que ses camarades aient abandonné toute tentative de victoire. Alors, il essaie de les encourager à garder espoir qu'ils puissent un jour triompher des Dragon Keepers. Mais les autres Dusters semblent peu concernés par ces paroles. À ce rythme, D s'inquiète qu'ils ne parviennent jamais à accomplir leur mission. Mais cela fait tellement longtemps que les autres ne se souviennent même plus de leur mission initiale. Leur mission était de dominer entièrement le monde. Alors même si leurs patrons sont morts, il veut encore la réaliser. Son ambition ne lui vaut que des moqueries de la part de ses camarades, car ils ont tous accepté leur vie médiocre. Mais Fighter D ne peut s'y résoudre. Alors il s'en prend à eux tous. Plus tard, alors que D est allongé au sol après leur altercation, il est approché par F, qui lui dit qu'il devrait essayer de rester plus calme, car cela ne sert à rien de se battre entre eux. Au cours des 13 dernières années, ils ont affronté les Dragon Keepers 1000 fois, mais ils n'ont remporté aucune bataille, car le jour de leur défaite, ils avaient convenu de continuer à envahir la Terre une fois par semaine, chaque dimanche, dans le cadre d'une trêve avec les Dragon Keepers, mais ils ne peuvent pas laisser les gens découvrir que tout cela n'est qu'une mascarade. Les Keepers ne les considèrent probablement même plus comme une menace, alors ils devraient juste accepter qu'il n'y a aucune chance de les battre. Fighter A intervient et demande si tout le monde est d'accord pour essayer un monstre tigre cette fois-ci, et si c'est le CS, quelqu'un devrait se proposer pour imiter le tigre pendant qu'il consulte l'encyclopédie pour comprendre ce qu'est un tigre. Le combattant Z prend la parole et dit qu'il fera de son mieux. Il jette un coup d'œil à l'encyclopédie et, en se basant sur la description, il se désintègre et forme le meilleur monstre tigré auquel il puisse penser. De retour au présent, après le coup de canon, les Dusters devaient tous se reconstruire dans leur forteresse pour achever leur défaite. Mais Dee est resté sur place et a commencé à se régénérer dans l'arène pour pouvoir enfin remporter une victoire contre eux. Les Rangers se rendent compte qu'il ne reste plus qu'un seul chasseur et que l'image du canon dragon va souffrir si les gens pensent qu'il ne peut pas tirer sur les chasseurs. Alors Pink conseille vivement à Dee de retourner à la forteresse avant que la poussière ne retombe pour que la foule ne le voie pas. Cependant, il en a fini avec tous ces jeux truqués et veut donner aux Rangers un vrai combat pour une fois, mais il est encore assez faible et je ne suis pas sûre que cela fasse une différence pour eux. Comme la foule a vu Dee, Red est obligé de gérer la situation. Il se précipite devant Dee et lui dit qu'il a joué son rôle, mais qu'il ne doit pas se faire d'illusions et penser qu'il peut vraiment gagner. Il est le méchant de l'histoire. Il doit donc savoir où est sa place. Red le coupe alors en deux, et les autres Rangers tirent un coup de canon sur son corps tranché. De retour à la forteresse, le combattant F se demande pourquoi Dee n'est jamais revenu avec eux. Mais il répond que ce n'est pas surprenant, car il y a un tas de gens comme lui qui se sont enfuis parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la façon dont les choses sont. Mais en l'état actuel des choses, faire ce que les Rangers leur disent de faire est leur seul moyen de survivre. Plus tard, Dee se reconstruit à l'extérieur de l'arène et une chose lui est apparue clairement après ce qu'il vient de vivre. Il n'est pas fait pour être un méchant, vu son état de faiblesse.
Mais si les choses continuent ainsi, il sera toujours l'esclave des rangers, quoi qu'il fasse. Alors qu'il dit cela, il se transforme en humain, le même que celui que nous avons vu entrer dans le stade. Et juste au moment où il finit de se transformer, Suzukiri apparaît sur le toit et le reconnaît. Elle lui demande ce qu'il fait ici, et il invente une excuse. Il veut avoir une meilleure vue du champ de bataille depuis le toit. Mais elle change de sujet et lui demande ce qu'il pense de l'affrontement d'aujourd'hui. Suzukiri lui demande alors s'il est prêt à passer l'examen de recrutement et à devenir garde forestier, lui aussi. Il pense que ce serait un bon moyen pour lui de devenir plus fort et de vaincre ses ennemis. Plus tard, Dee se rend au quartier général des gardiens de dragons pour s'inscrire au cours de formation. Pendant qu'il y est, il demande à la réceptionniste si les gardiens de dragons sont dans le bâtiment en ce moment, mais on lui répond qu'ils n'y sont pas, même s'il s'agit de leur quartier général. Quelques instants plus tard, il est abordé par Sakurama qui est ravi de voir qu'il a choisi de venir passer l'examen de recrutement. Dee ne le reconnaît pas au début, mais au bout d'un moment, il se souvient qu'il a rencontré Sakurama en même temps que Suzukiri. D'ailleurs, Suzukiri arrive juste après lui et s'excuse auprès de Dee pour le comportement trop amical de Sakurama. Il s'est juste excité après qu'elle lui ait dit que Dee se présenterait à l'examen de recrutement, mais qu'il n'y avait aucune garantie qu'il le réussisse pour commencer. Sakurama pense qu'il est impoli de dire cela en face de Dee, alors il essaie de le réconforter en lui disant qu'il croit qu'il peut réussir l'examen s'il le veut suffisamment. L'encouragement est agréable, mais Sakurama commence à se rapprocher un peu trop de Dee, ce qu'il n'aime pas parce qu'il est socialement maladroit, mais aussi parce que les combattants ont des os naturellement fragiles, alors toutes ces étreintes sont en train de briser son squelette. Alors que Dee panique encore, il remarque que Suzukiri le regarde droit dans les yeux, et c'est l'expression caractéristique de la suspicion. Dee craint donc qu'elle ait compris qu'il est en fait l'un des dépoussiéreurs. Mais elle change presque immédiatement d'attitude et demande à Dee s'il aimerait se joindre à eux pour le repas de midi. Comme elle ne semble montrer aucun signe de suspicion à part le fait qu'elle l'a regardé droit dans les yeux tout à l'heure, Dee se dit que les humains doivent être vraiment stupides pour permettre à un monstre comme lui de s'infiltrer si facilement dans leur quartier général. Pendant ce temps, sur la forteresse flottante, les Dusters passent le temps en jouant aux morpions et le combattant A est en train de détruire la compétition quand tout à coup, il reçoit la mauvaise nouvelle que les gardiens du dragon sont sur le pas de leur porte et que ce n'est pas pour une simple discussion amicale. Red et Blue entrent dans la forteresse et Fighter A sort pour les saluer obligatoirement, mais aussi pour connaître la raison de cette visite surprise. Red lui dit de ne pas se braquer puisqu'il s'agit d'une extruse et qu'il n'y a donc aucune raison qu'il soit hostile à leur égard. Blue, quant à lui, est prêt à se montrer très hostile. Il dit à A que l'un de ses dépoussiéreurs est sorti du rang lors du dernier affrontement et il veut savoir si tout le monde ici était dans le coup. A nie avoir quoi que ce soit à voir avec la trahison de Dee, car c'est quelque chose qu'il a décidé de faire malgré les avertissements, alors Blue demande à Dee de se révéler pour qu'il puisse recevoir sa punition. Malheureusement, A doit l'informer que Dee n'est pas revenu à la forteresse depuis la bataille, et qu'ils n'ont donc aucune idée de l'endroit où il se trouve. Blue n'aime pas cette réponse et accuse A de mentir pour couvrir Dee, mais A est un mouchard professionnel. Il ne se mettrait donc jamais en danger, ni lui, ni le reste de son peuple, pour quelqu'un qu'il a trahi comme Dee l'a fait. Blue croit qu'il ne ment pas, mais il ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas puni quelqu'un. A déjà des sueurs froides, mais Red arrête Blue avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, et lui dit qu'il serait injuste de punir A pour quelque chose que Dee a fait, d'autant plus que A également été trahi. Le seul fautif est Dee, qui a quitté le programme, et ils disent donc à A de leur faire un rapport dès qu'il aura retrouvé Dee. Mais pour éviter qu'une telle chose ne se reproduise, ils vont prendre des mesures de sécurité et ont fait venir 2 de leurs hommes pour agir en tant que superviseurs et surveiller ce que font les éboueurs dans la forteresse. L'un des éboueurs est très opposé à cette idée et commence à s'emporter parce qu'il ne veut pas perdre toute sa vie privée. Les autres tentent de l'arrêter, mais il estime qu'il a le droit de parler pour lui-même. Cependant,
Blue n'est pas du même avis et lui retire sa liberté d'expression. Il menace de tuer tous les plumeaux ici présents s'il continuait à être aussi ennuyeux. Alors A le supplie d'arrêter et dit qu'ils feront ce qu'on leur dit. Red aime cette idée, car c'est ainsi qu'il pense que les choses devraient être. Les faibles doivent écouter les forts et ne pas se défendre, et les forts ne doivent pas s'inquiéter que les faibles désobéissent aux ordres. Ainsi, quiconque est surpris en train de s'opposer à nouveau à lui sera puni avec la même intensité. Tous les traîtres seront tués sans pitié, et Red brise un pilier pour que le message soit bien clair. Sous le regard du plumeau, Aurore F se dit qu'il ne peut pas se permettre de faire quelque chose de stupide comme ce qu'a fait Dee. Mais en même temps, est-ce vraiment ce qu'il veut que sa vie soit? Un cycle sans fin de servitude envers les gardiens du dragon. Pendant que les éboueurs sont menacés de soumission, Dee déjeune d'un steak et montre en même temps qu'il ne sait pas se tenir à table. S'éloignant de son comportement étrange, Suzukiri soulève la question qu'il a posée plus tôt sur le fait que les Rangers ne sont pas à leur quartier général. Et, en fait, ils ne sont presque jamais dans le bâtiment car vous avez beaucoup plus de chances de les trouver dans leurs garnisons respectives. Sakurama ajoute à la conversation que le devoir des Rangers ne se limite pas à l'extermination des monstres. Ils aident également la communauté et assistent parfois la police dans le règlement des conflits, mais en fin de compte, rien de tout cela ne serait possible sans le soutien du public. Après avoir entendu Sakurama parler de l'importance de l'opinion publique pour les Rangers, Dee évoque distraitement le fait qu'il détesterait probablement que les gens découvrent que les épreuves de force sont des mises en scène. Au moment où ces mots sortent de sa bouche, il se rend compte qu'il s'est trompé, mais Suzukiri lui donne un moyen de se reprendre en lui demandant s'il fait référence à une vidéo conspirationniste qui prétend que les batailles entre les Rangers et les Dusters sont toutes fausses. Dee joue le jeu et dit que c'est de cela qu'il parlait. Mais cette interaction lui confirme au moins que les Rangers de bas niveau ne sont pas au courant de la mise en scène des affrontements. Quelques instants plus tard, l'enfant que Sakurama a sauvé lors de la dernière bataille l'appelle pour le remercier d'avoir été sauvé. Il veut prendre une photo avec eux pour commémorer ce moment. Dee regarde les gens se rassembler pour célébrer les Rangers, et il comprend pourquoi ils aiment tant leur vie. Car qui ne l'aimerait pas s'il était couvert d'éloges aussi souvent? Au bout d'un moment, la pause déjeuner des Rangers est terminée, et Suzukiri dit à Sakurama qu'ils doivent retourner au travail. Ils font leurs adieux à Dee, mais alors qu'ils partent, il entend Suzukiri dire qu'elle va se rendre à la garnison rouge et il a une idée. Il appelle le gamin de tout à l'heure et lui demande s'il peut voir la photo qu'il vient de prendre avec Suzukiri et Sakurama. Une fois que le gamin la lui a montrée, il la regarde longuement et attentivement avant d'utiliser l'image comme modèle pour se transformer en Sakurama. Il le fait devant l'enfant, ce qui n'est pas très judicieux puisqu'il prend peur et s'enfuit, mais comme son visage correspond désormais à celui de Sakurama, Dee peut entrer dans la garnison rouge en suivant Suzukiri. Elle devait venir ici pour remettre une lettre au gardien rouge, mais elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Sakurama veuille l'accompagner après tout. Dee s'en moque pour garder son identité cachée jusqu'à ce qu'il puisse mettre son plan à exécution. Il va utiliser un couteau pour frapper le gardien rouge une fois qu'il sera à sa portée, mais il oublie probablement que ce type est un véritable super-héros. Il demande à Suzukiri de le laisser livrer la lettre à la place, et après l'avoir regardée avec sérieux, elle s'exécute et lui remet la lettre. Ils arrivent à la porte d'identification et Suzukiri leur fait ouvrir la porte. Tandis que la porte s'ouvre, Dee reprend son plan pour enlever la tête du gardien rouge dès qu'il trouvera une ouverture pour le faire. Mais il se rend compte qu'il n'a jamais vu le visage du gardien rouge auparavant et qu'il n'a donc aucune idée de ce à quoi il ressemble. Alors qu'ils entrent dans la garnison, ils sont tous deux arrêtés par ce clown de Ranger rouge qui leur demande ce qu'ils viennent faire ici. Dee lui répond qu'il est ici pour donner quelque chose à Red Ranger, mais le gars lance une balle courbe lorsqu'il dit à Dee qu'il est en fait Red Ranger. Dee n'a aucune idée de qui est réellement le Ranger rouge. Il croit donc immédiatement ce que dit ce plaisantin et pense qu'il a vraiment eu de la chance d'être si proche du gardien rouge si tôt. Il fouille dans son sac pour en sortir le couteau afin de pouvoir attaquer.
Mais avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il regrettera, Suzukiri qualifie Takita d'exagéré, disant qu'il est peut-être un ranger senior ici, mais qu'il n'est pas le gardien rouge. Takita dit qu'il pourrait tout aussi bien être appelé gardien rouge, puisqu'il est le prochain en ligne pour le poste. Mais cela mis à part, il ne peut pas ignorer le fait que Sakurama a clairement essayé de faire quelque chose tout à l'heure, alors il lui attrape le bras et lui demande une explication. Dee se rend compte qu'il est dans le pétrin, car il n'a aucune chance de s'en sortir, mais il ne peut pas non plus se défendre, car Takita est bien plus fort que lui. Et pour aggraver les choses, il semble que Takita connaisse Sakurama personnellement, puisqu'il dit qu'il sent que quelque chose ne va pas dans le comportement de Sakurama aujourd'hui. De plus, Dee ne sait rien d'autre sur Takita que son nom de famille, et il est à 2 doigts de se faire démasquer en tant qu'imposteur. Mais, juste avant que les choses ne dégénèrent, Suzukiri intervient et retire la main de Takita à Dee en lui disant que ce n'est pas bien d'intimider les autres. Elle dit aussi à Dee d'arrêter de s'entêter et de donner la lettre à Takita pour qu'il puisse partir. Cela ne devrait pas poser de problème puisqu'il est le futur gardien rouge, après tout. Takeda est un adepte de la flatterie et il se prend d'affection pour Suzukiri après qu'elle l'ait reconnu comme le futur Red Ranger. Alors qu'ils s'en vont, Dee a un dilemme mental sur le fait qu'il était trop effrayé pour agir là-bas, même s'il sait que Seiga était bien plus fort que lui et qu'attaquer l'aurait simplement tué, mais cela ne rend pas la honte de s'être enfui plus facile à vivre pour lui. Alors qu'il quitte la garnison, Dee remarque un poster accroché au mur, sur lequel apparaît clairement le visage du gardien rouge, qui est la même personne que celle qui monte dans l'ascenseur à ce moment précis. Alors qu'Akaban passe devant lui, Dee se surprend à prononcer les mots « Red Keeper », et comme c'est lui, Akaban se retourne pour lui répondre. C'est exactement ce que Dee est venu chercher, mais bien qu'il soit juste devant Red Keeper, il ne peut se résoudre à l'attaquer et reste figé. Suzukiri vient à la rescousse une fois de plus et entraîne Dee avant qu'il ne puisse attirer davantage de soupçons sur lui, si bien que Red Keeper prend cela comme une rencontre avec un fan en mal d'étoiles. Dehors, Suzukiri réprimande Dee pour avoir parlé à Red Keeper tout d'un coup, mais elle lui demande de lui remettre le couteau qu'il cachait. Dee s'exécute immédiatement, mais il commence à se demander comment Suzukiri a pu savoir qu'il avait un couteau sur lui. Dès qu'il le lui donne, elle lui tranche la tête, ce qui signifie qu'elle savait depuis le début qu'il était un plumeau. Après s'être régénérée, Dee lui demande comment elle a découvert sa véritable identité. Mais c'était facile à deviner puisque Dee est bien trop faible pour être un humain. S'il ne fait pas attention, il risque de perdre sa couverture. C'est pourquoi elle l'a couvert de ses œillères toute la journée. Au moins, elle peut dire qu'il a bien fait de rester calme et de ne pas s'emporter, car s'il l'avait fait, le gardien rouge l'aurait tué sur le champ. Comme Suzukiri est une humaine, Dee refuse de l'écouter et l'attaque. Mais il se fait trancher la tête encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par céder et accepte de l'écouter. Elle veut que les deux travaillent ensemble pour leur bénéfice mutuel. Elle lui enseignera un moyen de vaincre les Rangers, et en retour, elle veut qu'il l'aide à détruire complètement la force des Rangers. C'est alors que le vrai Sakurama surgit au coin de la rue, car il a cherché Suzukiri partout. Dee a repris sa forme humaine et Sakurama ne se doute de rien lorsqu'il annonce à Suzukiri qu'un monstre a été repéré en ville. Tous les Rangers doivent donc être en état d'alerte et donner la priorité à la sécurité des civils. Dee trouve étrange qu'un Duster soit dehors alors que ce n'est pas un dimanche. Et comme il pense que quelque chose ne va pas, il part vérifier. Près de la rivière, Dee voit F poursuivi par l'escouade rouge et se fait tirer dessus par Takita, qui lui dit qu'il devrait arrêter de rendre les choses si difficiles et cesser de se régénérer autant. F n'est remonté à la surface que pour chercher Dee, mais comme il ne le trouve nulle part, il décide de retourner à la forteresse. Malheureusement pour lui, le gardien rouge arrive sur les lieux et lui dit qu'il n'ira nulle part cette fois-ci. Il lui donne un avertissement, mais comme F a enfreint les règles, il n'y aura pas de seconde chance pour lui. Le gardien rouge sort un artefact divin et Dee reconnaît qu'il s'agit du même que celui qui a été utilisé lorsque les Rangers ont éliminé leur chef.
Le gardien rouge exécute l'attaque Dragon Rouge sur F, mais cela semble exagéré pour un seul Duster. F voit la mort arriver, mais il s'attendait à ce que les choses se passent ainsi s'il venait ici. Au moins, c'est mieux que de vivre en tant qu'esclave des Rangers, et il décide donc d'attaquer de front. En conséquence, F est tué sans aucune chance de revenir et Dee ne peut rien faire d'autre que d'assister à la scène depuis la ligne de touche. Sakurama arrive 1 minute plus tard et il est confus de ce qui vient de se passer car l'artefact divin que Red Keeper vient d'utiliser est vraiment différent de l'artefact habituel. Dee ne sait que trop bien de quoi cette arme est capable puisqu'il a vu Red Keeper l'utiliser pour tuer les chefs de la forteresse flottante. Après quoi, il a proposé un accord avec les Dusters pour qu'ils puissent coexister pacifiquement. Le choix était de les rejoindre ou de mourir, et Red Keeper ne bluffait certainement pas à l'époque. Mais Dee est toujours en colère lorsqu'il pense à la facilité avec laquelle la vie de son ami lui a été enlevée. Alors que Dee s'en va, Sakurama le poursuit et lui présente ses condoléances pour le Duster qui vient d'être tué. Dee fait comme s'il ne savait pas de quoi Sakurama parle puisqu'il prétend être un humain. Mais Sakurama sait déjà qu'il est un Duster déguisé et il demande à Dee de mettre fin à tous les plans maléfiques qu'il a pu préparer. Sakurama explique alors qu'il a entendu la conversation entre Suzokiri et lui dans la ruelle. Il exhorte une fois de plus Dee à renoncer à tout complot diabolique qu'il prépare, car la justice l'emportera toujours. Cependant, en entendant Sakurama parler de justice, Dee devient très agité parce qu'il a dû vivre comme un esclave pendant les 12 dernières années et qu'il en a marre. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que cette organisation de Rangers en désordre soit détruite avant qu'il n'en ait fini avec elle. En temps normal, on s'attendrait à ce que Sakurama défende l'organisation des Rangers. Mais il se contente de sourire et de féliciter Dee pour sa réussite à l'examen des Rangers et l'invite à travailler avec lui pour améliorer l'organisation. Il admet que la façon dont les choses sont faites n'est pas bonne pour l'instant, mais s'ils travaillent en ensemble, ils pourront sûrement la réparer de l'intérieur. Sakurama tend la main à Dee, mais celui-ci la repousse et dit qu'il déteste Sakurama de tout son être. Ils sont ennemis et il ne veut plus jamais lui parler. En partant, il dit à Sakurama qu'il n'est pas qualifié pour être garde forestier. Plus tard, Dee rencontre Suzokiri et elle est heureuse qu'il ait choisi de venir lui demander de l'aide. Mais Dee lui fait comprendre qu'il n'est là que pour apprendre comment éliminer les Rangers et qu'une fois qu'il aura cette information, il ne voudra plus rien avoir à faire avec Suzokiri. Après avoir dit cela, Suzokiri commence à lui trancher la tête en plein milieu du restaurant. Personne ne le voit. Mais alors qu'il se régénère, il est furieux car sa couverture aurait pu être facilement détruite à l'instant même. Cela peut sembler imprudent, mais Suzokiri voulait simplement faire comprendre qu'elle peut faire sauter la couverture de Dee quand elle le veut, et qu'il a donc tout intérêt à être gentil. Dee s'étant finalement calmé, Suzokiri commence à parler de son plan pour vaincre les Rangers. Elle lui dit que la clé pour les battre réside dans leur artefact divin, et elle explique plus en détail qu'il existe 5 artefacts divins différents. Ce sont des objets transformés que les gardiens de dragons peuvent utiliser pour tuer des monstres immortels, mais qui leur confèrent également des pouvoirs divins. Son plan consiste donc essentiellement à faire quelque chose de ces artefacts divins. La force des Rangers peut sembler puissante, mais elle ne repose que sur ses 5 membres les plus forts, si bien que si l'un d'entre eux est mis hors d'état de nuire, c'est toute l'organisation qui s'écroulera peu après. Même si c'est vrai, Dee ne pense pas qu'il sera facile de mettre la main sur les artefacts divins, car les gardiens de dragons les gardent probablement bien à l'abri. La seule façon de s'en approcher serait d'essayer de les voler pendant que les gardiens de dragons dorment, mais même cela ne marchera probablement pas. Suzokiri mentionne qu'il n'y a qu'une seule autre occasion où 9 des gardiens du dragon ont les vrais artefacts divins sur eux, et c'est l'épreuve de force du dimanche, puisqu'ils ne peuvent pas apporter les vraies armes à une fausse bataille après tout. Le jour de l'épreuve, les Rangers commencent à arriver pour le combat, mais Suzokiri et Dee attendent dans un arbre à l'extérieur du stade pendant que Dee se transforme en une image parfaite du gardien rouge.
Suzukiri félicite Dee d'être capable de copier parfaitement des visages humains comme cela, mais c'est un peu distrayant, alors il lui demande de le laisser se concentrer. Suzukiri continue de parler et demande pourquoi les éboueurs ne le font pas plus souvent s'ils sont capables d'imiter les humains depuis toujours, mais il se trouve que Dee est doué pour imiter les humains. Après s'être transformé en Akaban, il se rend à la base pour trouver l'artefact divin. Il reçoit des instructions de Suzukiri par l'intermédiaire de son oreillette et elle commence à lui donner des indications pour traverser le passage. Comme Dee ne voit rien, il demande à Suzukiri comment elle peut connaître l'emplacement de tous les objets présents dans la pièce, mais elle ne lui donne pas de réponse claire. Dee lui demande finalement pourquoi elle l'aide alors qu'elle était aussi une ranger, et elle lui explique qu'elle déteste les dramas où il y a toujours un gagnant et un perdant, et qu'elle se sent mal pour les soi-disant méchants dans ce cas, car elle ne peut pas se résoudre à encourager les gens qui gagnent toujours, quoi qu'il arrive. Dee cesse de l'écouter lorsque des gardes forestiers arrivent dans le couloir. Ils se redressent et jouent le rôle d'Akaban. Les Rangers ne voient pas la différence et se mettent tous au garde-à-vous à son passage, ce que Dee trouve comique. Il continue à descendre dans le hall jusqu'à ce qu'il trouve les escaliers qui, selon Suzukiri, mènent à la salle de stockage de l'artefact. Cependant, en entrant, il trouve Tokita assis là et doit maintenant jouer son va-tout pour garder sa couverture en vie. Sans perdre de temps, il dit à Tokita qu'il doit utiliser l'artefact divin pour se transformer à nouveau et qu'il a donc besoin que Tokita s'écarte du chemin. Tokita s'exécute immédiatement, mais en passant devant Dee, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. Il commence par demander à Red comment il se sent lorsqu'il doit tuer ces S-monstres chaque semaine, mais Dee reste calme et répond de la même façon que Red avant de déverrouiller la porte avec son doigt et de se diriger vers la salle de stockage. Suzukiri le félicite pour son travail, mais maintenant qu'il est entré, il doit encore trouver l'artefact divin, ce qui n'est pas très difficile puisqu'il se trouve à l'air libre dans un seau. Cela semble un peu trop facile, et Red commence à penser qu'il s'agit d'un piège. Mais il se pourrait aussi que les gardiens du dragon soient négligents parce qu'ils ne considèrent pas les dépoussiéreurs comme une menace. Dee a enfin mis la main sur l'arme qui le tourmentait depuis des années, mais immédiatement après, il se fait exploser la tête par Tokita, qui a été capable de dire qu'il n'était pas le vrai Red, rien qu'à son odeur. Comme Dee a perdu sa couverture, il n'a pas d'autre choix que de se battre. Il essaie donc de prévenir Tokita qu'il devrait réfléchir avant d'agir, mais Tokita ne faisait pas attention et avait déjà appuyé sur la gâchette. Il ne voit pas comment Dee pourrait gagner ce combat alors que Takira est le seul à avoir une arme. Alors il continue à tirer pour son propre plaisir. Après avoir fait le plein de meurtres pour la journée, Tokita va chercher l'artefact divin pour pouvoir tuer Dee une fois pour toutes. Dee est choqué que quelqu'un d'autre que Red puisse utiliser l'artefact, mais Takita ne l'a jamais utilisé auparavant. C'est la première fois qu'il l'utilise, et qui de mieux qu'un plumeau pour le tester? Dee le supplie d'arrêter parce qu'il ne veut pas mourir, mais Takita ne voit aucune raison d'accorder la moindre pitié à Dee. Cependant, puisque la pitié n'est pas de mise, Dee sort un tas de dynamite qu'il avait caché sur son corps, et il menace de les faire exploser tous les deux si Takita tente de l'attaquer. Comme Takita ne veut pas mourir, il pose l'artefact et demande à discuter comme des gens civilisés. Mais Dee n'a pas le temps d'être civilisé, et il opte immédiatement pour l'option « boum, boum ». Takita baisse alors sa garde, ce qui donne l'occasion à Dee de lui fracasser la tête avec un marteau qui se trouve à proximité. Dee a maintenant réussi à voler l'artefact divin et à attraper sa première accusation de meurtre. Suzukiri le félicite d'être plus fort qu'elle ne le pensait, mais toutes ces louanges ne font que l'irriter, alors qu'il devrait être heureux de sa première vraie victoire. Il arrive sur le toit comme il l'avait prévu. Mais les choses tournent mal lorsqu'il est confronté au gardien rouge en personne. Il essaie de faire semblant d'être humain, mais le gardien rouge a compris qu'il est un monstre, alors ça ne marchera pas. Red Keeper lui dit de lui rendre l'artefact divin et de s'en aller, mais Dee a enfin confiance en lui, et il ne va pas reculer maintenant. Il saisit la jambe de Dee et le projette dans un château d'eau, mais Dee en profite pour faire descendre le château d'eau sur Red grâce à son bras qui se régénère.
Red est franchement impressionné par la puissance que Dee peut utiliser lorsqu'il met sa régénération en jeu, mais cela ne lui posera pas de problème puisqu'il est capable de frapper le château d'eau avec un tuyau en métal. Dee se fait ensuite arracher le bras et l'artefact lorsque Red lui lance le tuyau. Dee se lance immédiatement à la poursuite des deux, mais il ne peut en sauver qu'un seul et choisit de sauver l'artefact. Red le trouve en train d'utiliser le fait que Dee ait choisi de sauver l'artefact plutôt que son propre bras. Il salue l'effort dont Dee fait preuve en ce moment, mais il trouve honnêtement que c'est rapidement inesthétique parce qu'il n'est rien d'autre qu'un perdant. Dee rétorque qu'il se débrouille plutôt bien pour un faible plumeau qui affronte Red Keeper, et qu'il veut donc être pris au sérieux dans ce combat, mais Red se contente de rire, car il n'est pas question pour lui de se lancer à corps perdu dans un combat sans public. Mais cela dit, il a son public ici même, car l'hélicoptère de reportage qui le suivait est arrivé. En ce moment même, des milliers de personnes à travers tout le pays attendent avec impatience que Red batte Dee. Dee ne va pas se laisser faire sans se battre. Il se prépare donc à faire son dernier combat. Mais Red s'agenouille pour le drame et agit comme si le combat de la semaine dernière l'avait endommagé. Cependant, tout cela fait semblant de faire ce qui est sur le point de se produire ensuite. Les Rangers sont sur le point de sauter sur Dee. Une fois qu'ils se sont tous rassemblés autour de lui, ils font leur discours sur le fait qu'ils sont là pour protéger le monde et que si les envahisseurs n'aiment pas ça, alors ils ne devraient pas envahir leur monde. Pink mentionne qu'il ressemble au même plumeau qui s'est opposé au scénario la semaine dernière. Et même si Red ne peut pas vraiment faire la différence, il pense que c'est une occasion en or d'éliminer un traître pour de bon. Il dit à Blue d'utiliser son artefact divin pour tuer Dee et de faire en sorte que ce soit tape à l'œil. Mais Dee veut au moins se battre contre Red s'il doit se battre jusqu'à la mort. Yellow mentionne que Red a utilisé son artefact divin sur F l'autre jour, et que cela risque de devenir un peu ennuyeux s'ils continuent à utiliser leurs attaques ultimes sur des dépoussiéreurs d'apparence normale. Pour éviter de perdre des spectateurs, Green suggère de changer les choses pour une fois et propose à Dee de se faire capturer pour le plaisir du public. Dee ne veut évidemment pas faire cela, alors Red revient à l'idée de le tuer. Blue utilise son artefact divin pour gonfler Dee et le faire s'envoler dans le ciel. Mais alors que Dee est sur le point de faire face à sa mort, il espère qu'un autre plumeau se lèvera pour combattre les gardiens de dragons à sa place. Red se dirige alors vers son artefact divin qui se trouve dans le sol et tente de l'attraper. Mais il se désintègre immédiatement. Il est frappé par l'horrible réalité que Dee a dû transformer son bras coupé en artefact et l'utiliser comme un leurre. Mais la question est maintenant de savoir où se trouve son artefact. Ailleurs, nous voyons Suzokiri placer l'artefact divin dans une cachette, tout en exprimant sa déception que Dee ait fini par mourir. Mais il a réussi à voler l'artefact à Red, donc elle est reconnaissante pour cela. Pendant ce temps, au quartier général de Blue, quelque chose de terrible semble se produire alors que les Rangers se sont tous massacrés au hasard par cette chose. Pour la première fois depuis des années, tous les gardiens et leurs Rangers juniors sont réunis pour une réunion. Alors Jaune plaisante en disant que cela doit être très sérieux, parce qu'ils ne font jamais cela. Mais avant qu'ils n'entrent dans les détails, Vert suggère de faire une pause pour manger, car il a vraiment faim en ce moment. Mais leur attention est alors attirée par la porte, alors que le dernier participant à cette réunion arrive, et qu'il se révèle être Suzokiri. Puisqu'ils sont tous là, Red dit qu'ils peuvent maintenant commencer la réunion, mais Blue est un peu énervée que la maîtresse de Yellow soit arrivée en retard à une réunion importante et qu'elle n'ait même pas eu la courtoisie de s'excuser. Jaune dit que Suzokiri est le genre de personne à faire les choses à son propre rythme, mais Suzokiri trouve un peu étrange qu'il ait choisi de l'appeler l'acolyte de Jaune. Tous les gardiens de dragons ont leur propre relation avec leurs amis, et aucune règle n'empêche les relations de travail inappropriées. Le fait que ce soit la première chose à laquelle il ait pensé montre ce qu'il ressent à l'égard de son propre junior ranger. Blue se met en colère à cause de ce que Suzokiri vient de dire, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit dans son accès de rage, Izum lui donne un coup de tête pour désamorcer la situation. Elle travaille peut-être pour lui,
mais elle doit dire que la façon dont Blue parle et agit avec les autres est vraiment grossière et qu'il doit apprendre à être plus attentionné de temps en temps. Tout à coup, un éclair de lumière apparaît et la mascotte des gardiens de dragons apparaît devant eux. Il réprimande Blue pour s'être battu avec ses camarades, mais Blue ne veut pas l'entendre de la bouche d'une poupée en peluche flottante et commence à passer sa colère sur elle. Red se tourne alors vers Suzo Kiri et lui dit qu'elle doit s'excuser lorsqu'elle fait quelque chose de mal. Alors même si elle ne veut pas le faire, elle s'excuse respectueusement auprès de tout le monde pour les avoir fait attendre si longtemps. Puisque tout est réglé, Red commence la réunion et leur dit qu'ils ont tous merdé. Il pense que son artefact divin a été volé. Si vous ne le savez pas encore, c'est très mauvais pour lui, d'autant plus qu'il ne peut pas se transformer sans lui. Alors pour l'instant, il ne porte qu'une copie de son costume vendu dans le commerce. Il pense que c'est l'œuvre du combattant D qu'ils ont tué ce matin, et le reste des gardiens est surpris qu'un simple plumeau ait pu faire une chose pareille. La paix règne depuis 12 ans maintenant. Alors il n'avait même pas envisagé la possibilité que les combattants puissent essayer de les trahir. Mais puisqu'il a été tué, il se demande si D a pu cacher l'artefact divin. Suzo Kiri prend la parole et demande s'il est possible que D ait remis l'artefact à quelqu'un d'autre, ce à quoi Red répond par l'affirmative. Cependant, peu de gens connaissent la vérité sur le marché passé avec les dépoussiéreurs, et ils vont donc devoir prendre des contre-mesures pour éviter ce genre de choses à l'avenir. Imura, le jeune ranger de Red, l'interrompt et lui dit que même s'il pense qu'il faut prendre des contre-mesures, c'est Red qui a causé tout ce gâchis en laissant son artefact se faire voler, et qu'il doit donc prendre ses responsabilités et démissionner de son poste de gardien de Red. Suzo Kiri s'étonne intérieurement de l'audace d'Imura, qui accuse Red d'être responsable de l'incident, alors que c'est lui qui a divulgué toutes les informations sur l'artefact en premier lieu. Après un moment de silence, Red admet qu'il a effectivement commis une énorme erreur et qu'il est donc normal qu'il démissionne de son poste de gardien rouge pour se racheter, et il est prêt à faire de Himura le prochain gardien rouge, ce qui réjouit Imura. Mais il y a un hic à cette promotion, car Red croit que la justice réside dans la force. Alors qu'il envoie Imura droit dans le mur, il le traite de décevant parce qu'il est si faible et s'apprête à lui donner un coup de poing. Green essaie d'empêcher Red de faire quelque chose de trop précipité, mais il est déjà trop tard, et un bruit sourd se fait entendre, et lorsque nous revenons à la réunion des Rangers, Red est déjà assis pour manger à nouveau, mais quelque chose me dit qu'Imura ne se joindra pas à lui. Izum a perdu l'appétit après avoir vu cela. Mais Blue est préoccupé par autre chose, car il sent que quelque chose ne va pas. Et à l'extérieur du QG, Sakurama regarde une vidéo qui a tué Dee, et il pense qu'il y a encore de l'espoir que Dee soit en vie. Plus tard, Blue se rend sur le lieu du combat avec Dee et explique ce qu'il pense être le pire des scénarios. Si Dee a réussi à survivre à l'explosion, il a 2 possibilités pour s'échapper. Soit il s'exécutait de nouveau dans la forteresse flottante, soit il se laissait emporter par le vent pour s'échapper. Il dit à Akiru qu'il se rendra à la forteresse flottante pour vérifier si Dee a survécu et a décidé d'y aller. Et pendant ce temps, il veut qu'il analyse les schémas de vent de la veille et trouve où les cendres de Dee ont pu être emportées par le vent. Pendant ce temps, dans la forêt, il semble que Dee ait survécu et qu'il soit en train de reconstruire son corps. Il a réussi à survivre en se faisant exploser avant que l'artefact divin de Blue ne puisse le tuer. Mais la blessure initiale dans son estomac refuse de se refermer. Il est peut-être blessé, mais cela ne veut pas dire qu'il a abandonné. Il commence à ramper, tout en proclamant qu'il ne perdra plus jamais contre les Rangers. Il est repéré par Sakurama, qui emmène Dee dans une grotte et l'installe pour qu'il se repose. Dee demande pourquoi Sakurama prend la peine de l'aider, ce à quoi il répond qu'il n'y a qu'une seule chose qu'un ranger puisse attendre d'un plumeau. Puisque Dee ne peut pas mourir tout seul, alors Sakurama est là pour l'aider. Dee prend cela comme une menace et jure qu'il ne se laissera pas abattre facilement. Il frappe Sakurama, mais sa blessure l'empêche de bouger correctement et il se retrouve par terre. Une fois Dee calmé,
Sakurama précise qu'il a apporté du matériel de premiers soins pour aider Dee à se rétablir, même s'il n'est pas sûr qu'il soit efficace sur son corps de plumeau. Même si Dee sait maintenant que Sakurama ne lui veut aucun mal, il n'est toujours pas prêt à accepter l'aide d'un ranger. Alors, il donne un coup de pied dans la trousse, en colère, et tombe une fois de plus à cause de sa blessure. Comme Dee ne veut pas de son aide, Sakurama lui demande pourquoi il ne se soigne pas lui-même s'il est si autonome, mais il a déjà essayé. C'est alors que Dee a l'idée de transférer une partie des particules de son bras pour réparer son estomac. Mais pendant qu'il le fait, Sakurama le regarde fixement, ce qui le gêne. Il s'excuse, mais il est vraiment fasciné par la façon dont le corps du plumeau fonctionne, car il n'a jamais rien vu de tel, et toutes ces louanges donnent à Dee l'envie de se montrer un peu. Alors il transforme son bras en chat. Il fait ensuite un petit spectacle pour Sakurama en se transformant en différentes choses à sa demande. Mais une fois qu'il a terminé, il dit qu'il a encore mal à l'estomac et qu'il aimerait que Sakurama s'en aille. Sakurama dit qu'il a encore beaucoup à apprendre sur Dee et qu'il veut que Dee apprenne aussi à le connaître. Alors il commence à raconter son histoire, ignorant complètement Dee quand il dit qu'il ne veut pas l'entendre. Sakurama dit que depuis qu'il va à l'école, il a toujours voulu faire ce qui est juste, et nous avons eu un flashback d'une fois où il a sauvé un chat d'être mangé par des corbeaux, mais ensuite, son père est venu et lui a appris le cercle de la vie et comment il n'est pas juste d'empêcher les corbeaux de manger, même si leur nourriture est mignonne. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Et il n'est pas juste que les humains interfèrent avec l'ordre naturel des choses. Sakurama faisait confiance à tout ce que lui disait son père, même le jour où la forteresse flottante du Duster est apparue pour la première fois. Son père assura à son fils effrayé que tout irait bien, car cette forteresse devait être le moyen pour Dieu de punir l'humanité pour toutes les mauvaises choses qu'elle avait faites, mais que tout irait bien puisqu'ils allaient à l'église. La mère de Sakurama était également d'accord avec ce sentiment, mais sa sœur ne semblait pas aussi convaincue. Sakurama a toujours cru tout ce que ses parents disaient, et même s'il pensait que les Rangers étaient cool pour avoir vaincu les envahisseurs, il a accepté qu'il devait avoir tort quand son père s'est mis en colère parce qu'ils utilisaient la violence pour résoudre le problème. Et ironiquement, il a violemment cassé la télécommande tout en criant violemment à son fils que les gens ne devraient pas être violents. Les parents de Sakurama sont déséquilibrés parce qu'ils sont des croyants aveugles d'une secte, et un jour en particulier, le chef de la secte a dit que Dieu descendrait sur eux pour leur salut. La sœur de Sakurama savait que quelque chose n'allait pas. Elle a donc essayé de l'empêcher de rejoindre tout le monde dans la salle du culte. Mais son jeune esprit impressionnable ne pouvait pas comprendre que ses parents n'avaient pas toujours raison. Mais une explosion s'est produite dans la salle principale, et tout le monde à l'intérieur a été tué en un instant. Le monstre qui est descendu s'est déclaré être Dieu, et pour son salut, il va tuer Sakurama et sa sœur aussi. Alors il charge son laser et lui tire dessus. Mais à la dernière seconde, sa sœur le pousse hors du chemin. Grâce à cela, Sakurama survit à l'attaque, mais sa sœur n'a pas la même chance, puisqu'elle se retrouve coincée sous un débris. Voyant qu'elle souffre, le monstre lui propose de mettre fin à ses souffrances rapidement, et Sakurama ne peut que regarder. Tout ce que son père lui a appris signifie qu'il doit rester sur place et ne pas intervenir, car cela fait partie du cycle de la vie et de la mort. Mais il parvient finalement à acquérir le sens de prendre des décisions pour lui-même et dit non au pacifisme, s'interposant devant sa sœur pour la protéger. Il a réussi à survivre ce jour-là, et c'est après cela qu'il a décidé qu'il deviendrait garde forestier. Une fois qu'il a fini de raconter sa vie, sa réaction est de dire qu'il n'avait pas demandé une histoire d'origine aussi longue. Sakurama s'excuse, en disant que son histoire tragique n'était pas assez divertissante. Alors il essaie de faire la conversation en demandant à Dee son vrai nom. Dee refuse de lui donner cette information en lui disant qu'il ferait mieux de s'enfuir pendant qu'il en a encore l'occasion, car il n'en a peut-être pas l'air. Mais il a réussi à vaincre le clown. Sakurama réalise qu'il doit s'agir de Takeda, et il est surpris, car Shun est un ranger senior de 3e rang.
ce qui signifie qu'il est le 5e plus fort de l'organisation des Rangers. D est ravi d'entendre qu'il a vaincu le 5e plus fort, et Sakurama admet qu'il l'a sous-estimé, mais il commence alors à gazer D, jusqu'à ce qu'il le pousse à révéler accidentellement son nom en déclarant à quel point il est grand. D se rend compte qu'il a été piégé, et il n'apprécie pas. Mais Sakurama est prêt à faire n'importe quoi si cela peut l'aider à mettre fin à cette guerre inutile, et c'est pour cette raison qu'il a une demande préférée de D. Juste à ce moment, ils entendent des bruits venant de la forêt. Il s'agit d'Hikaru, qui a été envoyé à la recherche de D. Sakurama, l'appelle et il dégaine instinctivement son arme. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit d'un collègue garde forestier, Hikaru se calme un peu. Il demande à Sakurama s'il a repéré des dusters dans la région, et Sakurama confirme qu'il en a trouvé un, ce qui fait croire à D qu'il est vendu. Cependant, Sakurama commence à le guider dans la direction opposée, ce qui signifie qu'il couvre toujours D, et D ne comprend pas pourquoi il irait si loin pour l'aider. Alors que Sakurama commence à faire tourner Hikaru en rond pour le distraire, ce dernier perd patience, dégaine son arme et le menace à nouveau, en l'avertissant qu'il ferait mieux de ne pas mentir à ce sujet. C'est alors que D se montre pour sauver Sakurama d'être accusé de traîtrise. Il déclare qu'il va tous les abattre d'un coup. Mais avant cela, « Hé, regarde là-bas une seconde !» Hikaru tombe dans le piège et D en profite pour sauter et tenter de lui trancher la tête d'un coup net. Cependant, tout ce qu'il réussit à faire, c'est l'énerver, car Hikaru ne supporte pas qu'on utilise des astuces sournoises lors des combats. Il active alors son artefact divin pour tuer D. Mais ce dernier souligne que seuls les gardiens des dragons ont accès aux artefacts divins. Hikaru admet que le sien n'est qu'une réplique, mais qu'elle est largement suffisante pour éliminer un raté, comme D. Face à cette tournure des événements, D commence immédiatement à prendre la fuite, car il ignorait jusqu'alors l'existence de répliques d'artefacts divins. Alors qu'il est poursuivi, Hikaru commence à lancer des coups tranchants en direction de D, l'obligeant à se cacher parmi les arbres pour survivre. Hikaru continue de trancher encore et encore pour trouver D, mais ce dernier est un maître du jeu de cache-cache, ce qui pousse Hikaru à détruire toute la forêt sans réussir à le repérer. D révèle alors qu'il s'était caché à l'intérieur d'un arbre, mais maintenant qu'il est suffisamment proche, il bondit et s'empare de l'arme de Hikaru. Sans cette arme, Hikaru ne représente plus une menace pour D, mais quelque chose d'étrange se produit. L'arme commence à brûler D et semble fondre lorsqu'il la laisse tomber. Hikaru s'attendait à ce résultat, car c'est un pouvoir qu'il a emprunté à Blue, et il est persuadé qu'un simple Duster ne pourrait pas l'utiliser. Cependant, pendant qu'il explique tout cela, D en a déjà profité pour s'enfuir à nouveau et met une bonne distance entre eux, avant de tomber nez à nez avec Sakurama. Lorsque Hikaru les rattrape, il semble que D retient Sakurama en otage, menaçant de le tuer s'il ne lui remet pas l'artefact divin. Hikaru n'est pas sûr si cette situation est un vrai enlèvement ou si Sakurama collabore avec le Duster, mais cela lui est égal, car il compte éliminer les deux en même temps. Sakurama comprend ce qu'Hikaru envisage de faire et mentionne alors qu'il a déjà appelé des renforts du quartier général. Il souligne que si ces derniers découvrent qu'il a dû sacrifier un ranger juste pour tuer un Duster, cela ne jouera pas en sa faveur. Face à cette situation, Hikaru accepte finalement de remettre son arme. Cependant, alors que D tend la main pour la prendre, Hikaru l'éclabousse avec une sorte de substance visqueuse qui s'était accumulée sur son corps tout ce temps. Il tente alors de récupérer son arme pour en finir avec D, mais Sakurama le devance et tranche la tête de D avant de le pousser au bas de la falaise. Hikaru est convaincu que Sakurama a réussi à tuer D et n'a aucune raison de se méfier de lui. Cependant, nous découvrons que celui qu'il croit être Sakurama est en réalité D déguisé. Pendant ce temps, sur le sol en contrebas, il est révélé que le véritable Sakurama était déguisé en D. Bien qu'il soit soulagé d'avoir réussi à tromper Hikaru,
Cela lui a coûté un bras et une partie de son visage pour mettre ce plan en œuvre. Un peu plus tôt, lorsqu'il a rencontré Dee, Sakurama lui a proposé un plan, car il savait qu'il lui était impossible de vaincre Hikaru tant qu'il possédait un artefact divin. Déterminé, il a utilisé son sabre laser pour s'amputer lui-même d'un bras afin d'aider Dee à se déguiser en lui. De cette façon, Dee pourra en apprendre beaucoup plus sur l'organisation des Rangers et la détruire de l'intérieur.